Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du Club Eurosport. Chaque jeudi, comme vous le savez, désormais on s'intéresse à une thématique, le sport dans notre société. Et puisque les élèves ont repris doucement le chemin des établissements scolaires, nous nous intéressons cette semaine au sport à l'école. Comment repenser, faire évoluer le sport dans l'école? On en parle tout de suite avec nos trois invités. Et nous retrouvons nos trois invités pour ce nouveau numéro du club Eurosport, à commencer par Laurent Petrinka, qui est président de la Fédération internationale du sport scolaire. Vous avez été pendant près d'une décennie, je crois, le directeur de l'UNSS, membre aussi de la commission éducation au comité international olympique. Bref, un curriculum vitae et des fonctions qui sont vraiment multidimensionnelles. Bonjour Laurent d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. À nos côtés aussi, Rim Ridan, de nouveau, qui nous accompagne aujourd'hui, double championne du monde de boxe française et professeur d'EPS. On va être en plein dans le sujet qui vous intéresse peut-être le plus, Rim, aujourd'hui. Alors le plus, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais en tout cas, il m'intéresse en effet. Bonjour. Et Juliane Japper, donc le directeur du think tank Sport et Citoyenneté, notre partenaire dans cette émission. Bonjour Juliane. Salut Gilles. Alors justement, en faisant mes recherches pour préparer cette émission et ce thème de comment repenser le sport à l'école, j'ai cherché simplement l'historique de l'UNSS et l'ancêtre de l'UNSS s'appelait l'USO, l'Office du sport scolaire universitaire, créé en juin 1938 par le Front populaire. Le Front populaire, c'est les congés payés et finalement, c'est le sport aussi. Ça doit vous parler à vous aussi, ça, à Sport et Citoyenneté, Juliane, le fait que ce soit le Front populaire qui ait lancé une dynamique du sport à l'école. Oui, en effet, Gilles, c'est très intéressant cet aspect historique. Et justement, on vient de vivre et on vit encore avec le coronavirus un moment historique où peut-être qu'on peut mettre en parallèle une volonté aussi d'affirmer que le sport est important dans la société et même un droit que chacun peut pratiquer pour son bien-être physique, mental. Aujourd'hui, on va aller dans l'école et on va voir que les citoyens justement de demain qui vont construire et qui ont des possibilités de construire un nouveau monde peuvent, comme des congés et comme des nouveaux droits que l'on va acquérir, avoir accès un maximum, quelles que soient ces conditions, à l'éducation physique. Alors justement, la première question qu'on a envie de poser à Laurent Petrinka, qui est avec nous ce soir, quelle est la mission du sport à l'école? Pourquoi est-ce qu'on fait du sport à l'école, Laurent? Alors, je suis aussi, je parfais le curriculum vitae, je suis inspecteur général aussi de l'éducation, du sport et de la recherche. Et donc, je travaille aussi pour le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports. Vous avez raison de parler de politique du Front populaire parce que l'enjeu n'est pas tant le sport à l'école que le sujet du corps dans notre société. Et le corps de notre société est traversé par des enjeux politiques. Le corps et son éducation a fait l'objet d'enjeux liés aux docteurs qui voulaient le maîtriser, aux militaires qui voulaient le maîtriser. Et le champ politique a toujours interféré dans la maîtrise des éléments liés au corps. Et donc, dans l'éducation, aujourd'hui, on est à un moment extrêmement important qui est très stabilisé du point de vue de l'organisation de ce que vous appelez le sport à l'école, mais que je définirais par l'éducation physique et sportive. C'est-à-dire que le sport, c'est un champ social, on va dire, c'est beaucoup de pratiques, des compétitions, du sport libre, du sport privé. Mais lorsqu'il rentre à l'école, il devient l'éducation physique et sportive, c'est-à-dire qu'il doit obéir, et c'est logique, aux enjeux généraux de l'école. Et les enjeux généraux de l'école, c'est l'acquisition de connaissances et de compétences, de savoir-être. Et donc, l'EPS à l'école obéit à des enjeux de santé, des enjeux aussi de pouvoir pratiquer une activité plus tard, des enjeux aussi de contenu, de connaissances et de compétences liées aux activités physiques et sportives. Donc, il n'est pas que le champ social du sport, il est vraiment une éducation qui obéit aux principes généraux de l'école, en fait.
Alors, parce que pour tout vous dire, pour préparer cette émission, j'ai échangé avec Rim Ridan et l'une des questions que je lui posais, on était vraiment au tout début de la préparation, je lui demandais, moi, en tant que parent d'élèves d'enfants qui sont donc scolarisés, est-ce qu'on fait faire de l'EPS aux enfants pour leur montrer un peu tout le panel des disciplines sportives pour qu'ensuite, eux puissent choisir éventuellement un sport pour s'épanouir, ou bien est-ce que c'était simplement pour les faire transpirer parce que ça bouge pas beaucoup et là, j'avoue que je pense heureusement que j'étais pas dans la même pièce que Rim Ridan parce que j'ai tout faux, Rim, c'est ça l'idée? Oui, complètement. Je pense avoir été plutôt claire dans mes explications justement quand on a préparé le sujet, mais en effet, l'EPS, c'est tout sauf ça. L'EPS, en réalité, c'est tout ce qu'on vient de dire avant, c'est transmettre des compétences, transmettre une éducation, transmettre des valeurs. Et quand on voit l'évolution de l'EPS, c'est justement ça. Au départ, on était vraiment très axé sur la performance. Et puis, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des siècles même, en réalité, on a mis de côté la performance pour laisser davantage de place à la maîtrise, davantage de place à la transdisciplinarité aussi, c'est-à-dire que faire le lien entre l'EPS et les autres activités, les autres disciplines qu'on étudie à l'école. Comment faire le lien, par exemple, entre l'EPS et les maths? Comment faire le lien entre l'EPS et l'histoire? Comment faire le lien entre l'EPS et la bio? C'est tout ce qui fait justement la richesse en fait de l'EPS et la différence entre le sport et l'EPS, comme ça a été précisé juste avant. Alors, pourtant, j'en reviens à mon idée quand même de faire un peu transpirer et courir les enfants parce que une première statistique que je voulais vous montrer, 87%, ça c'est un chiffre qui nous est donné par Juliane, 87% des enfants ne font pas suffisamment d'activité physique, c'est-à-dire moins d'1 heure par jour. Juliane, je crois qu'une étude qui a été faite par votre groupe de réflexion, Sport et Citoyenneté, classait la France 119e sur 146 pays étudiés. C'est des statistiques qui sont absolument épouvantables. Oui, complètement. Alors, c'est une étude qui est faite aussi avec l'ONAPS, avec des médecins et des sociologues. Et le chiffre est assez alarmant et il est même pire dans la tranche des adolescents. Et il est pire pour les filles que pour les garçons. Et je reviens finalement sur l'objectif et la discussion d'aujourd'hui. On est sur Eurosport, donc on aime le sport, on parle de sport. Et on aime un peu aussi nos enfants, donc là on est vraiment au cœur. Exactement, et on sait l'importance de l'enseignant en éducation physique et sportive, du prof de sport, qui pourtant d'ailleurs est souvent méprisé un peu, on en parlera j'espère par les autres profs, alors qu'il est le seul à voir nos gamins finalement dans un environnement particulier où il va pouvoir déceler des forces, des faiblesses, pour justement en faire un citoyen complet, sain de corps et d'esprit. J'ajoute une petite anecdote tout de suite aussi. Aristote et Platon donnaient leurs enseignements en marchant. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, et ça donne un exemple concret sur ce qu'a dit Laurent et Rim. On est face à quelque chose qui a une grande utilité et pourtant, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'en France, on a ces chiffres, ces statistiques qui ne sont pas bonnes, la sédentarité qui augmente chez nos enfants, ces addictions aux écrans. Je cite encore un autre exemple de nos amis canadiens qui peut nous faire réfléchir. Et vraiment, je pose la question à Laurent et à Rim. Pourquoi est-ce qu'on est tant en retard? Qu'est-ce qui se passe? Les Canadiens font par exemple, et d'autres pays scandinaves aussi dans les écoles, des pauses actives. C'est-à-dire que très régulièrement, toutes les heures, ils arrêtent les gamins, ils les font respirer, ils les font bouger, et ça les rend mieux, évidemment, physiquement et mentalement, et ça leur donne même des atouts pour être concentrés davantage, pour mieux assimiler d'autres matières. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi on a ce temps de retard? Excusez-moi, c'est mon coup de gueule du jour. On voit que vous êtes monté en régime, c'est bien. Laurent, je vous laisse répondre. Oui, alors, bon, je n'ai pas tout à fait la même analyse quand on se place du point de vue de l'étranger. Notre modèle aussi, il est observé, il est parfois même envié.
D'abord, je pense que des points d'amélioration, c'est qu'on travaille trop en silo. La partie EPS, moi, elle me semble bonne parce qu'elle s'adresse au sport pour tous. C'est-à-dire que vous avez la responsabilité d'avoir toute une génération. Aujourd'hui, dans l'école, ils ont 3 heures, 4 heures. Les profs de PS font leur travail remarquablement. Ensuite, s'il veut faire plus de sport, l'adolescent qui veut faire plus de sport peut faire l'UNSS, peut faire l'USEP dans le premier degré, peut s'inscrire dans des sections sportives où là, on commence à se spécialiser. La difficulté, c'est qu'on se place trop du point de vue de ces silos-là et on ne se place pas du point de vue de l'usager, c'est-à-dire en fait le jeune. Combien de temps il a? Et moi, j'estime que 3 heures ou 4 heures, ce n'est pas suffisant sur la semaine, c'est vrai. Mais on ne peut pas multiplier, on le comprend bien aussi, multiplier les heures de PS x 2, x 3, x 4. Donc, il faut que du point de vue social, le tissu associatif puisse prendre le relais. Et là, je m'inscris souvent en faux dans une opposition qui dirait que ce qui est fait dans les clubs est mauvais pendant que l'EPS est bien, ou l'inverse, vous en EPS, c'est pas bien et le club est bien. Non, il faut que le silo se casse de façon à ce que les jeunes puissent aussi profiter du tissu associatif. Et là, c'est un des grands sujets de progrès. Il n'y a sans doute pas assez de liens. Il n'y a sans doute aussi pas assez de clubs dans le tissu associatif proche parce qu'au collège, on ne peut pas aller prendre le bus le soir pour se déplacer. Il y a des problèmes aussi de coûts et d'accessibilité. Une licence sportive, ça peut être 250 €, 300 € dans la commune où j'habite. Je l'ai pour mes enfants aussi. Donc, développer le tissu associatif et travailler sur l'offre de très grande proximité. Et ça, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un parent, d'avoir une offre, qu'il soit en rural, en urbain, au-delà de l'école, ça, c'est un point de progrès. Il y a une offre qui n'est pas assez accessible en transport, en prix, en installation sportive. Mais encore une fois, je m'instruis en fou sur le coup de gueule de Julian, il est valable sur le fait que le monde du sport dit à l'école, c'est pas bon, et le monde de l'école dit ce que vous faites en club, c'est pas bon. C'est absolument ridicule et c'est d'une autre époque. On n'a pas essayé. Je pense que les deux sont excellents. Les deux sont excellents, mais il faut peut-être travailler davantage ensemble. Si tu me permets, Gilles, juste de réagir. Bien sûr. Laurent, merci. Et effectivement, la clé, elle est là. Elle est là entre les liens. Et on voit le problème, et il faut le dire, je crois, Laurent, d'inertie quand même, aussi de l'école, des enseignants en éducation physique et sportive, en EPS, qui n'ont pas envie, et on est dans l'actualité là justement, d'être bousculés aussi pour que le club aille dans l'école, alors que l'on sait que ça marche. Il y a un exemple qui est frappant, c'est pour les décrocheurs scolaires. Quand il y a ces liens qui sont tissés entre le club et l'école, et que très concrètement, le dimanche, l'éducateur sportif peut dire aux gamins qui aiment le foot, par exemple, ou un autre sport, ou quel que soit le sport, tu ne seras pas sur la feuille de match dimanche parce que tes résultats scolaires sont en baisse, je parle à ton professeur, ou parce que tu ne vas plus à l'école, là, on aura gagné quand même, on sera dans un monde qui sera plus performant et où on peut ajouter aussi d'autres acteurs, les collectivités territoriales, qui peuvent aussi arriver dans ce maillage dans ces liens qui doivent être faits. Mais Laurent, excuse-moi de te le dire, il y a quand même une inertie des profs d'éducation physique et sportive. On en a une justement, la prof de PS. Je réponds parce qu'il me parlait à moi, mais je vais laisser la collègue parler, après je répondrai. Oui, Rim, là on voit Julian qui vend sa position. On essaye quand même, j'ai l'impression. Je vends rien, hein, c'est l'intérêt général. Hein. J'ai bien compris. On essaye de réduire un petit peu justement ce fossé, cette sorte de concurrence qu'il y a entre d'un côté le sport à l'école et de l'autre les fédérations sportives. Je crois qu'il y a une petite vingtaine de conventions qui ont été signées à la rentrée dernière. Vous êtes à la fois prof de PS et en même temps sportif de haut niveau. Peut-être que c'est vous la mieux placée pour savoir comment faire se rapprocher ces deux mondes. Alors, déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous entendre vous chamailler. En fait, j'aimerais quand même apporter une certaine nuance à tout ça. La chose qu'il faut prendre en considération, je pense, la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est quand même que beaucoup d'enseignants de PS sont également coachs dans des clubs, en fait. Donc finalement, il y a quand même un lien entre les enseignants de PS et les coachs sportifs. Ça, c'est très important. Je pense que là où justement il y a un décalage et un écart, c'est dans le sport à haut niveau.
parce que les entraîneurs de haut niveau, en effet, ne sont pas forcément enseignants de PS ou inversement. Mais en réalité, dans beaucoup d'associations sportives, moi j'ai énormément de collègues autour de moi, énormément de personnes autour de moi qui sont à la fois enseignants de PS et à la fois coach ou bénévole dans des clubs sportifs. Donc le lien est fait. Je pense que là où il y a vraiment quelque chose à faire, c'est plutôt sur tout le reste des mentalités en fait. C'est-à-dire que ceux qui pensent que le PS n'est pas nécessaire ou n'est pas important justement à l'école, c'est toutes ces personnes qui ne sont pas confrontées à l'éducation du sport et au sport en général au quotidien en réalité, c'est ça. Et ce sont toutes ces personnes qui mettent le sport au second plan, mais certainement pas des coachs de club, parce que pour eux, c'est la nécessité et à travers le sport. Donc je pense que c'est important de prendre ça en considération aussi. Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Si je peux intervenir, il faut distinguer, je dirais un nom à Juliane, il faut distinguer les enjeux politiques et aussi politiques politiciennes de la réalité du terrain. Les profs de PS sont tous passés par les clubs. Aujourd'hui, beaucoup de fédérations sont dirigées par des professeurs de PS. Je parle par exemple de la Fédération française de hand, mais je pourrais en citer d'autres. Donc en fait, tout ça est mêlé. Après, il y a une utilisation à des fins idéologiques, et ça revient à ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire que le corps étant un enjeu politique, immédiatement, il y a des débats. Mais la réalité du terrain fait qu'il peut y avoir une complémentarité. Moi, je dis non à Juliane, excuse-moi, le prof de PS n'est pas du tout fermé. C'est ce qu'a dit la collègue. Mais le prof de PS, il a aussi besoin qu'on lui parle dans des circonstances où on reconnaît son travail et où il reconnaîtra aussi le travail du collègue. Et je trouve que trop de dirigeants sportifs, je n'en citerai pas, mais mettent en avant les frontières, alors que l'intelligence, me semble-t-il, c'est de faire des liens, sans faire de la neuroscience. L'intelligence, c'est les liens, et la bêtise, c'est les oppositions. Et donc, notre travail, je crois, d'éducateur, de responsable politique dans le sens noble des choses, c'est de faire des liens entre les choses, et surtout que ces deux mondes puissent se parler en reconnaissance de compétences, et non pas en opposition, parce que ça sert des intérêts autres. Vous parliez de contexte et de circonstances. On est en ce moment dans des circonstances un petit peu particulières où on rouvre doucement les écoles. On fait de nouveau rentrer les élèves dans les établissements d'enseignement. Avec, je le lisais il y a quelques jours dans le quotidien L'Équipe, très très peu d'écoles, d'établissements qui ont prévu de faire reprendre les cours d'éducation physique et sportive. Parce que protocole trop compliqué, parce que d'autres priorités. Ça en dit long aussi peut-être sur justement les priorités, l'ordre des priorités où le sport n'est pas dedans. Je ne dirais pas ça. Ça c'est pas du tout vrai. D'abord, ce que dit L'Équipe n'est pas toujours vrai. L'EPS est réaffirmé. Les journalistes dans leur ensemble d'ailleurs. Non, alors là, non, je ne dirais pas ça. Mais les titres que j'ai vus, ils sont accrocheurs, ils ne sont pas exacts. D'abord, l'EPS est réaffirmé, y compris dans les textes, comme un des piliers du confinement. Les professeurs de PS ont fait beaucoup de travail pour que dans le confinement, ça se passe au mieux. Et ça, ce n'était pas facile. Pour une discipline qui touche au corps, il y a beaucoup de choses sur les sites, vous verrez sur les sites EPS qui ont été développés. Donc, bravo aux profs à ce moment-là. Ensuite, pour le déconfinement, l'EPS est au centre, puisque c'est un des 4 grands piliers. Soit ils feront de l'EPS et le dispositif de S2C, soit ils seront chez eux, soit ils seront en études, ou soit ils seront en cours normal. Donc, l'EPS, au contraire, est au centre du déconfinement parce que les parents ont bien compris, tout le monde a bien compris que les jeunes avaient besoin là de respirer. Et donc, on essaye de faire en sorte, pour augmenter le temps de pratique, pour aussi mobiliser l'ensemble du tissu associatif, que au-delà des cours de PS, on puisse aller chercher des compétences dans les autres organisations, notamment dans les mairies et dans les clubs. Donc, nous, on fait partie à l'Éducation nationale, mais moi aussi dans mes autres casquettes, je fais partie de ceux qui disent non, au contraire, dans le déconfinement, il faut que le sport soit là, l'éducation physique en premier dans les établissements. Et alors, les quelques réticences, c'est vrai que le protocole, il est très strict, hein. Il faut se l'avouer, on peut pas mentir en disant ça sera simple, vous ferez du foot, du basket, etc. Non. Le protocole est très strict et pour tout le monde, pour tous les profs. Pour les profs de PS, c'est encore plus compliqué parce que les distances doivent être plus larges, le matériel doit être personnel, on ne peut plus aller au vestiaire, on ne peut plus se changer. Donc effectivement, il y a des éléments de complexité. Mais regardez sur les sites actuellement comment ils s'adaptent. Moi, je trouve que c'est bien. C'est en demi-classe, c'est en petits groupes. Il n'y a rien de simple, hein. Je suis complètement d'accord, mais je trouve qu'il faut un effort particulier pour que le PS soit au centre du déconfinement.
Est-ce que ce serait, Gilles, tu me permets, est-ce que ce ne serait pas le moment, justement, tu l'as bien dit, et pour ne pas tomber justement dans ce que Laurent dit, et il a raison, cette bêtise d'opposition entre les associations sportives, les éducateurs, les coachs, les profs, les collectivités qui doivent aussi demain ouvrir davantage d'ailleurs leurs infrastructures sportives, mais pour ne pas tomber dans cette opposition et pour travailler en lien, est-ce que ce ne serait pas le moment justement de lancer dans les écoles des expérimentations pour changer un peu quelque chose qui nous est cher, c'est la culture sportive qu'il peut nous manquer en France. En France, je le dis souvent, on n'est pas un pays avec un style de vie actif. On n'a pas une véritable culture de la pratique, peut-être justement parce qu'on travaille trop en silo. Est-ce que ce ne serait pas le moment de tenter des expérimentations et de les faire analyser aussi sur le plan scientifique? On en parle souvent avec Laurent et avec d'autres acteurs. Le rôle même de l'éducation physique, il peut aussi aller jusqu'à la complémentarité d'autres matières en essayant d'amener aux gamins, dès le plus jeune âge, une sensibilité, une motivation et qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes des bienfaits du sport et aussi des bienfaits du sport dans l'apprentissage d'autres matières. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est le moment de donner la parole aux sachants aussi et de les faire rentrer dans l'école, de faire analyser des expérimentations nouvelles. Et c'est ça, et là on est d'accord avec Laurent, qui sera les zones de progrès demain en France. Parce que les chiffres, malheureusement, je suis désolé de les rappeler, ne sont pas bons. On n'est pas un pays qui a une culture sportive et qui pratique régulièrement une activité physique. C'est ça que l'on doit combattre. Je voudrais, avant de redonner la parole à Rim Ridan, il n'y a pas une expérimentation, Laurent Petrinka, qui est faite en ce moment justement sur 30 minutes d'activité sportive par jour dans les écoles. Il n'y a pas des écoles qui testent ça en ce moment? Oui, pour l'instant, c'est à petite échelle. Et puis, il y a aussi des idées d'expérimentation sur cours le matin, sport l'après-midi. Moi, je suis tout à fait d'accord pour une expérimentation, mais qui n'est pas sur l'aspect des tuyaux, c'est-à-dire qui le fait, comment on l'organise, qui le prend en charge, est-ce que c'est le club, est-ce que c'est l'EPS, est-ce que l'école, parce que ça retombera sur les débats qu'on est en train d'avoir. La seule entrée possible pour une expérimentation, c'est le temps de pratique pour les jeunes. On expérimente 1 heure, 1 heure et demie par jour. On expérimente 8 heures alors on le qualifiera comme on veut. Moi, je ne veux pas jouer sur les oppositions. Je suis un fan de l'EPS, j'en suis. Je suis un fan du sport aussi, j'en suis. 8 heures de pratique par semaine. Et là, on voit l'influence sur les résultats scolaires, sur le fait qu'il pratiquera plus tard, etc. Mais si on ne prend pas l'entrée usagée, c'est-à-dire en fait, le gamin, il bouge quand, quoi? Vous disiez, en tant que parent, il bouge ou pas? Parce que c'est ça. Moi, j'en parlais même au président du comité international olympique. On lui a expliqué plein de programmes. Il dit, mais attendez, dites-moi, ils vont en faire du sport ou pas? Combien d'heures? Combien d'heures par jour? C'est le seul sujet. C'est le seul sujet. Ce n'est pas les oppositions des acteurs. Tout le monde est excellent. C'est combien de pratiques physiques, vous l'appelez comme vous voulez, EPS, tant mieux à l'école, tant mieux en dehors, mais combien de temps? Si on cherche à aller un peu plus loin et à savoir comment on peut faire évoluer ce modèle qu'on a en ce moment vers justement une classe d'âge qui soit plus active. Allez, si je vous demande chacun une idée, une piste, Rim, qu'est-ce que vous feriez, vous, si on vous donnait les manettes pour l'éducation physique et sportive, savoir voilà, comment faire de ces jeunes enfants et de ces adolescents des adultes qui ont une culture de la pratique sportive? Aujourd'hui, je pense qu'on oublie quelque chose de fondamental. En fait, j'entendais parler depuis tout à l'heure et j'écoutais et je trouve très intéressant, évidemment l'EPS au collège et au lycée, c'est pas moi qui veux dire le contraire, mais il y a quelque chose de fondamental qu'il faut prendre en considération, c'est le sport en primaire en fait. Et pourquoi? Parce que tout simplement, le goût du sport, comme le disait Julien, et je pense qu'il a raison, c'est très important de faire prendre conscience et de redonner goût à l'activité physique, goût au sport à tous les citoyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est peut-être là, en réalité, qu'il y a à faire. Et quoi de mieux, en réalité, que d'inciter, ou en tout cas de proposer et de mettre en place de l'EPS, même si je sais qu'il y en a déjà en primaire,
Mais en réalité, les personnes qui mettent l'EPS, qui mettent en place de l'EPS en primaire, ce sont les maîtres d'école et les maîtresses d'école qui font un travail absolument incroyable. Et d'ailleurs, je tiens à souligner, parce qu'on parle des enseignants dans le secondaire, mais dans le primaire, ils font un travail incroyable. Et pour avoir justement des enseignants du primaire autour de moi, ils me disent, et j'ai souvent un retour de leur part disant, mais nous, on nous demande de faire de l'EPS, de mettre en place des cours d'EPS, mais on n'est pas enseignant d'EPS. Du coup, on va mettre en place de la pratique physique, on va essayer, en tout cas, on va tout faire pour permettre aux enfants de bouger, de sentir mieux, de respirer, comme le terme que j'ai entendu tout à l'heure. Mais en réalité, ce n'est pas suffisant parce que les compétences qui sont recherchées à travers l'EPS, les acquisitions qui sont recherchées à travers l'EPS ne sont pas acquises par les maîtres et les maîtresses d'école, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Donc, peut-être qu'une piste intéressante, ce serait justement, même si je sais qu'il y en a quand même, il y a des enseignants d'EPS qui donnent des cours en primaire, mais pour moi, si on veut vraiment développer cette culture de l'EPS, cette culture du sport et tous les bénéfices qu'on en retirait par ailleurs, ce serait dans un premier temps d'axer les besoins sur le primaire, sur les enfants, et ce, dès le plus jeune âge, en fait. Parce qu'à partir du moment où on développe des compétences, des acquisitions et des bienfaits dès le plus jeune âge, on le voit dans les clubs sportifs, les enfants qui commencent très tôt les activités physiques, dès l'âge de 6 ans, 7 ans, continuent de faire du sport tout au long de leur vie, en fait. Et il y a très peu, alors Julien sera peut-être mieux placé que moi pour en parler, mais statistiquement, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'enfants qui ont commencé le sport très jeune et qui continuent et qui perpétuent la pratique physique à long terme, plutôt que des personnes qui ont commencé sur le tard et qui se sont, même s'il y en a en effet, mais qui sont devenus mordus de sport et qui ont continué par la suite. Et je pense que c'est le cas également au collège. Donc, pour une piste et répondre à votre question, pour moi, il est nécessaire non seulement d'axer la réflexion sur l'EPS dans le secondaire, certes, mais surtout dans le primaire parce que… Démarrer plus tôt. Comment ? Démarrer plus tôt, en fait. Démarrer plus tôt et de manière différente, parce qu'il y en a, hein, il y a de l'EPS ou un semblant d'EPS dans le primaire. Mais pour moi, je pense que ce serait vraiment très intéressant de prendre Eh bien, faire que nos enfants qui sont voilà, à l'école primaire, comme le disait Rimridan, au collège, au lycée, mais ensuite à l'université aussi, qu'ils aient une culture. Et quand un sujet de société patine, pour moi, il faut l'imposer aux citoyens. Et là, Laurent a complètement raison, c'est le nombre d'heures la clé. Donc, augmenter le nombre d'heures dès le plus jeune âge, Rim l'a vraiment dit, et puis ouvrir l'école pour inciter à ce que le plus possible, dès le plus jeune âge, aussi un mépris du sport par les autres transpirer et non autre chose, il faut valoriser. Et jusqu'à l'université d'ailleurs, tard un petit peu en France, peut aussi amener des bourses. Je crois que c'est tout ça, Aristote. On a un temps de retard. Peut-être que même on a perdu du temps sur cette question. Aux écoles, dès le plus jeune âge,
je l'ai sur la pratique des d'assaut par les garçons en particulier. Et le monde de ça doit être un monde, et d'accord avec moi, où toutes les filles peuvent avoir accès aussi à toute la cour de récréation et à toutes les activités physiques diverses et variées et à tous les sports. C'est ça le monde que l'on veut faire ensemble. Et je crois que c'est aussi l'intention d'Eurosport de diffuser un maximum de sports, donc que tout le monde puisse pratiquer et de sport féminin, tous les d'ailleurs. sports. Laurent Petrinka. Moi, j'ai une idée, j'ai une idée simple et double. D'abord, enlever la nationalité française à Descartes, c'est un peu une provocation par rapport à la citation de Julien avant, mais il a dit « je pense donc je suis », donc il a séparé le corps et l'esprit. Et voilà. La nation française entière est construite sur la pensée cartésienne. On est les seuls à ne pas l'avoir, la pensée cartésienne, en fait, à cette table. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés et ce n'est pas parce que je pense que je suis. Cette phrase-là a fait le plus grand mal au sport en France. Et notre pensée est là-dessus. Donc, la nationalité de Descartes, c'est ça le sujet historique. Mais on va pas pouvoir lui enlever la nationalité. Concrètement, est-ce qu'on peut… Non, mais concrètement… Ça serait quand même terrible parce qu'il a fait des choses très, très intéressantes par ailleurs. Non, mais c'est pour ça que c'est vraiment du second degré, mais je pense vraiment que la nation française est constituée sur le fait de séparer le corps et l'esprit, ce qui est notre plus grand problème. Non, je créerais, moi, un conseil local des activités physiques et du sport. Un club de sport de combat, et puis c'est tout. Un appauvrissement absolument terrible de l'offre sportive. Donc, dans ce conseil qui met le maire, le peut-être préfecture et le mouvement, on décide les liens entre tout ça. Ça ne peut être que du niveau local. Et qui n'existent pas, eh bien, on les crée. La liberté d'association ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est la liberté d'association 1901. Là, et cette association, alors un de ses acteurs préempte ce droit. Alors, je ne sais pas si le juridique résistera, mais il préempte ce droit d'association et il crée de droit 4, 5 associations sportives avec l'emploi qui sera accompagné. Mais si on ne crée pas l'offre, ben à un moment donné, ces milliers de jeunes, on a beau dire faire des liens, mais faire des liens avec quoi si ça n'existe pas? Donc, dans les banlieues notamment, moi, je créerais ce conseil en charge d'analyser l'offre et surtout créer des structures associatives pour pouvoir prendre le relais. Notamment en parlant un vrai potentiel à la fois sportif et en même temps un vrai besoin, je pense, du sport. Merci à vous trois de nous avoir encore accompagnés. On n'a fait qu'effleurer le sujet, c'est frustrant. On essaye de se limiter à 30 minutes dans cette émission. On voit qu'il y a des dizaines et des dizaines de on fera avancer ce sujet du sport et de la pratique sportive à l'école. De Aristote à Descartes, voilà de quoi bien terminer cette semaine sur les antennes d'Eurosport. Demain, vendredi, pas de club. En revanche, vous avez rendez-vous samedi à 19h avec le quiz qui vous sera présenté par Thomas Biel. Bonne soirée sur Eurosport.